Hello mes ailes, vous êtes toujours sur la chaîne L'Oracle de Davina, la magie d'un couple fait. Et c'est la deuxième partie, éducateur, une passion. Paul-Éric vous parle de son métier. C'est en vue aussi d'un live où vous pourrez, après ces vidéos, lui poser des questions directement. Je vous Donc, rappelle d'ailleurs que pour Maxime, c'est lundi. les hommes battus, donc les femmes battues pourront parler aussi, parce que le point commun entre les hommes battus et les femmes battues, c'est la prison psychologique. Hein. Tout à fait. C'est pas la force physique, hein, c'est la prison psychologique. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un peu... C'est lundi. Oui, pardon. Voilà. J'aimerais qu'on s'attarde un peu donc... Sur Calypso. Voilà. Est-ce que tu as aimé tes études? Ah, les études sont passionnantes. Sont passionnantes? Parce que on fait 3 années d'études, mais pour des raisons financières, on est considéré Bac plus 2. Oui, évidemment. Voilà, il est moins cher. Ça, c'est le délire. Et la moitié sont faites en stage, donc ce qui est très intéressant, avec un travail à partir de livres et tout, très important pendant ce temps-là. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Et en plus, alors, dans la formation d'éducateur spécialisé, il y a une partie des cours qui est imposée par l'État. C'est pour ça que c'est un diplôme national. Le DES, ça veut dire diplôme d'État d'éducation spécialisée. Et il y a une partie qui est au choix des IRTS. Donc Lille a beaucoup axé sur la psychologie, la psychanalyse. Donc c'est vrai qu'on a fait autant d'heures de cours sur la psychanalyse freudienne que sur la psychanalyse nord-américaine, qui est complètement différente. Ouverture à l'analyse systémique, etc. Oui, parce que Freud est quand même très contesté aujourd'hui. Ben oui, disons que c'est le premier. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu avec les conventions de l'époque, d'origine juive et le milieu bourgeois viennois en Autriche, à l'époque de l'Empire. Donc c'est quand même pas forcément un milieu ouvert. Voilà. Donc c'est aussi à travers son éducation. Voilà. Les États-Unis vont travailler à partir de la réalité et en partenariat, on va dire, avec les États-Unis, l'Amérique du Nord, hein, parce qu'on oublie le Canada, l'Amérique du Nord, en partenariat avec les animaux, c'est-à-dire avec les spécialistes du comportement des animaux qui s'appellent les éthologues. D'accord. Pas les étiologues, les éthologues, E-T-H-O-L-O-G-U-E. Alors, à propos d'animaux, justement, si tu es d'accord, on va parler de Guy Gilbert. Parle-nous de ta rencontre avec lui. Comment tu as commencé à travailler avec lui et justement sa technique de travail qui est quand même pas commune par rapport aux autres éducateurs. Oui, il a fait ce que les Québécois font, c'est-à-dire qu'il a écouté les jeunes. Guy, j'ai rencontré en 1994 lors d'une conférence à l'extrême est du département, Châteaurnard, qui est pas très loin d'où Alain Delon avait sa maison. D'accord. Et qu'il a vendue il y a 2 ans. Et où Anthony Delon a été élevé, etc. Et j'ai été le voir à une conférence avec le premier jeune que j'ai accompagné, jeune toxicomane, et qui venait de sortir de prison. Donc évidemment, j'ai proposé d'aller voir, il a été intéressé, il a pu parler avec lui un petit moment. Et j'ai beaucoup apprécié Guy, donc ce qui fait que j'ai voulu aller chez lui. Donc j'ai écrit, j'ai eu son adresse par un prêtre, j'ai écrit, il m'a répondu, un petit carton sympa, que j'ai toujours, je sais plus où. Actuellement on est plein, j'ai écrit en 96, oui. Actuellement on est plein, récidive dans quelques mois. Bon, j'ai récidivé dans quelques mois. Je l'ai rencontré, il m'a fixé rendez-vous au 14 février 97, donc je suis allé à Paris. Je l'ai vu et j'ai commencé le 28 février 97 à Faucon, qui est l'endroit où il y a la bergerie qui accueille les jeunes, qui est le nom du hameau, hein, un petit village qui s'appelle Rougon, qui est sur le Verdon. Alors les spécialistes de la Varap et tout connaissent bien le Verdon. Avec le Verdon, c'est le seul grand canyon qu'il y a en Europe, parce que sur 25 km, les parois de chaque côté font entre 300 et 600 mètres de haut. Hein. Les gorges, proprement dit, vont beaucoup plus loin, vont jusqu'à Castellane, encore 25 km plus loin, je crois.
Mais le canyon en lui-même commence là à Moustier-Sainte-Marie, en haut du lac de Chambon, qui est une retenue, le lac aux eaux vertes, et par une faille, par, pas par une faille, par deux piliers qui annoncent l'entrée, puis après vous allez les falaises. Et le canyon se termine à Rougon par une faille. C'est comme si le neveu de Charlemagne, Roland, avait de son épée ouvert la falaise. C'est assez étonnant. Et donc, Rougon est l'autre entrée ou sortie du canyon, voilà, un petit village de 40 habitants l'hiver, 400 l'été, qui est magnifique. Et Faucon est donc un mot. Alors, les gens du coin ont donné ce nom-là parce qu'il y a beaucoup de faucons, je confirme, et qui ne sont pas des aigles, hein, qui sont beaucoup plus petits. Et c'est un endroit magnifique, à rêver. C'est vraiment une merveille. Et donc, le père Gilbert passait de 25 hectares, un peu plus, 32, je crois. Et il emmenait les jeunes de Paris en vacances. Alors, Guy, qui a le diplôme d'éducateur, mais lui, il l'avait passé à l'époque à Paris, avant qu'il y ait le système des réseaux d'IRTS, mais dans une école. Et donc, il était éducateur de rue. Je pourrais parler de lui à un moment, comment il en est arrivé là et tout. Et donc, son travail, c'était la nuit de chercher les jeunes, les petits, les 11-13 ans, qui ne pouvaient pas retourner chez eux, donc des protégés, hein, pour qu'ils ne soient pas attaqués, volés ou pris par des pédophiles, etc. Leur proposer le gîte, le couvert, et après de se réinsérer. Donc il a fait ça pendant quelques années. La journée, à partir de 7 heures, il accueillait les grands pour des recherches du travail et tout. Il a commencé avant la crise du pétrole de 73, en sachant que pour l'enquiquiner, ses collègues lui faisaient faire la messe de 5 heures. C'est dire s'il dormait très peu. Il ne devait pas dépasser 2-3 heures par nuit. Il dormait par terre sur un matelas. Donc voilà, et il emmenait les jeunes en vacances là-bas, dans ce terrain, avec des toiles de tente et tout. Et c'est les jeunes qui l'ont guidé. Ils l'ont guidé d'abord. Un jour, ils lui ont dit, c'est bien, tu nous emmènes là, mais on revient à Paris et tout. Achète-nous une ruine, qu'on construise quelque chose. Sous-entendu qu'on se construise, en construisant la ruine. C'est là qu'il a eu l'idée d'acheter Rougon, qui était une vraie ruine, hein, puisque quand il a fait venir l'architecte, il y avait des fissures jusque dans les fondations. Il ne pouvait même pas rebâtir sur les fondations. Ah oui, d'accord. Donc il a dû tout abattre. Il y a juste un pan de mur, hein, grand comme ça, qui a été conservé, qui était sans fissure, qu'il a voulu garder. Et tout a été reconstruit, donc avec les jeunes et tout, pendant plusieurs années. Et puis, ils se sont rendus compte que l'agriculture, oui, mais les jeunes étaient beaucoup plus à l'aise avec les animaux, parce que il lui expliquait, les animaux se défendent, mais ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas haineux, ils ne font pas des coups bas. C'est vraiment parce qu'ils se défendent ou qu'ils ont peur. Voilà. Et donc là, il a compris que plutôt que la culture, parce que c'est une terre assez riche, bien irriguée, il y a le Baou, le petit ruisseau qui a été détourné, qui est un affluent du Verdon. Bah, ils s'appellent tous des Baous là-bas. Et donc il faut entretenir le canal qui amène l'eau, etc. Donc il a misé sur les animaux. Déjà les animaux de ferme, puis ensuite les animaux un peu plus exotiques. Donc moi, quand j'étais à la fin des années 90, il avait déjà 300 animaux, une trentaine d'espèces différentes. Ça allait du pigeon pan blanc. Alors les pigeons pan blancs, effectivement, ils ont une queue incroyable, des plumes assez longues à la queue, et ils font la roue comme le pan. D'accord. Alors blanc, c'est vraiment magnifique ces pigeons. Hein. Ah, j'ai jamais vu. Alors ils ont la taille d'un pigeon normal, mais ils font la roue comme la pan, et c'est vraiment une belle roue de plumes. Alors proportionnellement, ils ont des plumes moins longues, mais beaucoup plus longues que la normale. Et c'est assez magnifique. Ils font vraiment la roue, pareil. Donc, il avait un couple d'ailleurs de pans albinos, des pans aussi, et puis des animaux un peu plus corsés, sangliers. Donc, Guy est un grand fan des sangliers. Il était tellement proche d'eux d'ailleurs que les femelles acceptaient qu'ils soient là quand elles mettaient bas. Ce qui est exceptionnel. Exceptionnel. Des lamas, des alpagas, des wallabies, des autruches. Des émeux quand j'étais arrivé, mais c'est vraiment très con, donc après il les a donnés. Alors la différence des autruches, les émeux, les œufs sont verts, c'est très joli.
vert, D'accord. et ils ont la forme d'une gélule de médicament, si vous voulez. C'est assez original. Ils viennent d'Australie. Hein. Alors, c'est pas du tout ils sont très grands, mais ils sont beaucoup moins grands et moins lourds que les autruches. Je vous rappelle qu'une autruche peut faire 150 kg et 2,50 m. Voilà. C'est le plus gros oiseau actuel. Les hommes en ont tué beaucoup, mais par exemple, les apiornis, les moas, cette sous-espèce en Nouvelle-Zélande, c'était qu'une île d'oiseaux, faisait jusqu'à 2,50 m de haut et 300 kg. Et surtout l'oiseau éléphant de Madagascar, qui lui pouvait faire jusqu'à plus de 600 kg et 3 mètres de haut, qui était vraiment un gros poussin. Voilà. Mais bon, ils étaient sans défense et les colons, quand ils sont arrivés, c'était facile, ils les ont tués. Pas forcément les colons européens, d'ailleurs. Hein. Pour la Nouvelle-Zélande, pour les Moas, ce sont les Polynésiens. Donc voilà, plus il n'y avait pas de rongeurs, ils ont amené des rats, ils s'attaquaient aux œufs, enfin bon. Voilà. Et les Moas avaient la particularité, ils avaient tellement peu d'ennemis, à part le Hertz, qui est mort avec leur disparition. Les Moas n'arrivaient à maturité sexuelle qu'à 7 ans. Et ils pondaient qu'à 9 à la fois. Donc, ah oui, d'accord. En un siècle, ils ont tous été exterminés. Voilà, donc ceci étant dit, donc voilà. Et il n'y a pas tellement de contact avec les oiseaux, simplement parce que c'est joli, les vols de pans blancs, etc. Les vols de pigeons pans. Les pans aussi, il y en a quelques couples. Et puis... bon, l'autruche, les jeunes ne peuvent pas avoir de contact avec une autruche parce que c'est très con. Alors, c'est pas le bec qui est dangereux, ça passe comme une épingle à linge. Je vous rappelle, c'est un oiseau, hein, ça bouffe des graines et tout, donc ça n'a pas de dents. Par contre, c'est les pattes. Ils ont 2 ergots extrêmement puissants et ils peuvent vous éventrer d'un coup de patte. C'est pour ça que dans les documentaires, vous voyez jamais les lions, par exemple, ou des léopards s'attaquer à une autruche, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas gagner, ils risquent de se faire éventrer et de mourir. Voilà. Parce que 150 kg de viande de volaille, ça les intéresserait sinon. Mais bon, c'est joli, c'est assez original. Alors, par contre, les autres animaux, oui, il y a des contacts. Alors, il a remarqué très rapidement que les jeunes les plus déglingués et les plus violents vont vers les animaux les plus dangereux. Alors, en particulier, les sangliers, bon, parce que ça les équilibre, ça canalise leur violence. Ils sont bien avec eux. Le jeune choisit l'animal. Hein. Il peut changer d'animal après. Il va toujours s'occuper d'un animal privilégié, d'une race privilégiée. Mais on lui demande de rester au moins un mois avec le même animal. Et le jeune qui est hyper violent, le sanglier, qui a vraiment des défenses, hein, qui sont plus grandes que mon doigt, hein, qui atteint 12-15 cm. Voilà, on parle de défense chez le sanglier pour les espèces de canines du maxillaire inférieur, mâchoire inférieure. Et bon, quand les jeunes voient ça, c'est massif et tout. Fernand, brave sanglier de l'époque, faisait 175 kg quand même. Hein. Donc les jeunes sont obligés de se maîtriser. Et pour eux, c'est fantastique. Et inconsciemment, ils demandent à travailler avec eux parce qu'ils vont canaliser leur violence. Hein, et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Donc il a dû miser vers des animaux aussi, peut-être pas faciles et un peu dangereux. C'est pour ça qu'il a notamment misé sur les buffles d'Asie. C'est quoi un buffle d'Asie? C'est une énorme vache, hein, puisqu'ils font entre 1 tonne et 1,5 tonne. Ils se plaisent dans la boue, donc ça va, il y a le baou, c'est très bien. Et ils se roulent dedans, parce qu'ils viennent d'Asie, donc du Vietnam et tout, donc des endroits extrêmement humides, et vous savez qui dit humide dit beaucoup d'insectes, et qui dit insectes dit beaucoup de parasites. Donc conclusion, les animaux n'ont pas le choix que de se rouler régulièrement dans la boue, se laisser sécher, et ensuite se frotter sur des arbres. La boue part, elle a emprisonné tous les insectes, les tiques, qui s'en débarrassent en même temps. D'accord. Voilà. C'est pour ça que les cochons, notamment, et tout ce qui s'ensuit, on ne dit pas ils se plaisent dans la boue, c'est que l'été, n'oubliez pas qu'ils descendent des sangliers. Par rapport à la chaleur, c'est une chose. Et les sangliers qui sont massifs et qui ont vraiment des poils durs, etc., les parasites, pour les enlever, c'est pas simple. Donc en se couvrant de boue, ça sèche. Il y a comme ça qu'ils arrivent à se dégager. En Afrique, c'est différent. Il y a les pique-bœufs et tout qui, débarrassent, même les crocodiles, hein, ils ouvrent leur gueule dans leur gueule et tout. D'accord. Donc ils débarrassent tous les parasites, ils ont comme ça la nourriture facile. Mais en Asie, il y a un taux d'humidité tellement élevé que c'est vraiment différent. Donc le buffle d'Asie, qui est un animal absolument phénoménal, à moins qui est à ma hauteur, hein, quand il est debout, sa tête est quasiment
quasiment presque plus haute, et qui est massif et tout, donc qui impressionne parce que dès qu'il bouge nonchalamment, si vous êtes à côté, il vous envoie voler, quoi. C'est clair. Il se rend pas compte de la force, mais qui est un animal très gentil. Mais de par sa puissance, il impressionne les jeunes et il est intéressant. Alors, les pauvres lamas, les alpagas, c'est qu'il y a 3 espèces, hein, c'est les camélidés. Les camélidés, vous avez en Asie, c'est le chameau, qui a 2 bosses et pas une. En Afrique, c'est le dromadaire. Et en Amérique du Sud, ils sont tous quasiment au sud, sauf ceux qui sont en Asie. En Amérique du Sud, vous avez les 3 espèces qui sont les lamas, les alpagas, les bigons. Voilà. Qui sont les 3 espèces de camélidés. Donc les mêmes sabots, etc. Qui sont vraiment l'origine commune avec les chameaux et les dromadaires. Alors, il y a des dromadaires, on ne sait plus quoi en faire d'ailleurs en Australie, parce que comme il y a des déserts et tout, mais ils ne sont pas endogènes. On dit indigènes pour les humains et endogènes pour les animaux. Endogènes de l'Australie, ils ont été importés d'Afrique. Voilà. Et donc, les lamas, les alpagas, alors, ils plaisent parce qu'ils ont une fourrure plus épaisse que les moutons. Et les alpagas, ils l'ont vraiment jusqu'au bout des pattes, jusqu'au bout du nez. Alors que les lamas, ils vont avoir les pattes plus dégagées et tout. Mais les lamas, c'est vraiment une boule de laine, hein, jusqu'au bout des pattes et jusqu'au bout du nez. Les alpagas, je veux dire, ils sont plus petits. C'est vraiment étonnant. Par contre, il faut faire attention parce que c'est des animaux qui savent pas forcément se défendre. Et des animaux trop petits, les jeunes peuvent parfois les maltraiter. Donc, alors, ils sont parfois durs. Mais quand les animaux se défendent, donc ça va. Alors, ils ont peur quand ils crachent. C'est vrai qu'ils crachent. Moi, j'ai vu un jeune, dès que le lama ou l'alpaga met les oreilles droites, on couche les oreilles, je ne sais plus. Enfin, c'est un des deux. Là, faut pas rester en face de sa gueule. Ça, c'est clair. Et j'ai vu un jeune qui ne connaissait pas, qui n'a pas fait attention, il s'est pris le jet de salive. Il était... J'étais écroulé. Donc moi qui les connaissais, en fait, dès que je voyais, hop, je prenais leur gueule et je la poussais pour me protéger. Alors, bon voilà, mais ils sont pas très très lourds. Hein. Et donc c'était intéressant parce qu'il y avait les naissances, donc la magie des naissances, et les jeunes parfois peuvent être durs avec les animaux, donc il faut être très vigilant. Parfois, certains, il y avait toujours un éducateur avec eux. Mais il dépassait le vétérinaire parce qu'il découvrait toujours les maladies des animaux avant le vétérinaire. Ça, c'est incroyable quand même. Y compris les tumeurs et tout. Et le vétérinaire a toujours dit, il dit, je ne comprends pas. Et il dit, mais combien de fois ils m'ont trouvé des maladies avant que je voie, et ils se trompent pas. Alors, pourquoi ça ? Parce que quand on est élevé dans la violence et tout, on est dans la survie. Et dans la survie, on se rapproche de la condition de base animale. Et on va forcément avoir des instincts de survie. Donc là où quelqu'un qui a une vie beaucoup plus équilibrée va pas forcément détecter, chercher une maladie et tout, eux sont dans la survie sur tous les plans. Donc dès que quelque chose ne va pas, ils vont le voir tout de suite au niveau d'une maladie et tout. C'est assez étonnant et ils détectaient tout ça rapidement. Faut quand même que j'explique, parce que je parlais des animaux, il y a tout un tas de gags à raconter d'ailleurs. D'ailleurs, un détail, si un jour vous pouvez acheter un grand terrain où il y a des épines et tout, le truc en fait est simple, vous procédez par ordre. Vous mettez déjà un dromadaire. Il va vous bouffer tout ce qui est épines, etc. Il adore ça. Voilà. Ensuite, vous mettez un lama. Lui, il va vous manger tout ce qui est piquant dans les herbes, les chardons, les trucs comme ça. Et quand il reste plus de l'air, là, vous mettez le mouton. Et là, votre terrain est parfaitement nettoyé. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. C'est très écologique et c'est vraiment, voilà. Alors, il a eu des dromadaires qu'il a fait venir du Maroc. Et quand le dresseur les a amenés, il a dit le petit, qui avait été surnommé Zizou, on était à l'époque où la France avait gagné la Coupe du Monde. Attends, ne le dressez pas avant 18 mois, là, avec 6 mois, c'est pas la peine. S'il était venu 3 mois plus tard, il aurait vu que il y avait des jeunes qui le faisaient se mettre coucher debout à volonté. Alors ça, c'est cet instinct-là encore de survie animale qui fait qu'ils sont très proches d'eux, qui savent comment les prendre. Voilà. Et l'animal ne triche pas, ne ment pas, donc il fait le lien
pour le jeune entre les adultes et le jeune. Et l'animal comprend aussi que l'enfant a été battu. Oui. Parce qu'un animal, ça le sent. Oui. Donc, Il voilà. le sent tout de suite. Mm. Et donc le chien ne va pas partir de faucon, d'abord, parce qu'il n'y a pas de clôture, hein, c'est pas fermé. Enfin, si, il y a des clôtures pour les animaux, mais bon. Parce que si vous... Moi, je souhaite bon courage aux jeunes qui veulent filer. Hein. La Palue est à pas loin, mais enfin, faut y aller par la montagne. Hein. Donc, vous allez mettre quelques heures quand même. Et puis après, Castellane est à 25, 30, 35 km par montagne. Donc effectivement, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de fugue. C'est paradisiaque, c'est magnifique. Vous voyez souvent les jeunes être là, regarder le paysage, tellement ils sont émerveillés. Et puis parce que les animaux font le lien. C'est-à-dire que les animaux, ils s'attachent à l'animal, ils vont tout de suite vers eux. Et ils leur donnent le temps de découvrir que les adultes de faucons sont différents des adultes qu'ils ont côtoyés. C'est-à-dire que pour eux, quand vous vivez dans une famille maltraitante, c'est votre référence. Donc vous pensez que tous les adultes sont comme ceux que vous côtoyez. Et ça, imaginer qu'ils sont différents, c'est quelque chose que les gens parfois n'arrivent pas à faire toute leur vie. Or, les animaux, les jeunes s'attachant aux animaux, ayant une importance, vivant à égalité avec les adultes, ils voient bien, ils nous observent. C'est incroyable, les jeunes démolis, comment ils observent. On a intérêt à être crédible. Et ils vont découvrir, au bout de quelques semaines, quelques mois, que malgré les situations, parfois bien pires que ce que leurs parents ont vécu, les adultes réagissent différemment. Donc c'est là qu'ils disent, mais finalement, il y a peut-être, les adultes sont peut-être pas tous pareils. Alors il faut, parce que certains ont une haine profonde de l'adulte, et comme j'ai dit à un jeune une fois, il faut que tu réfléchisses. Je supporte pas les adultes, je les hais et tout. Oui, d'accord. Mais comment tu vas faire pour devenir ce que tu es profondément? Que tu le veuilles ou non, tu vas devenir un adulte. Donc il faut bien que tu t'ouvres et que tu acceptes de comprendre que tous les adultes ne sont pas comme ceux que tu as côtoyés. Et que ton objectif, c'est de devenir différent. Mais pour ça, il faut que tu rencontres des adultes différents. Qu'est-ce qui a été le plus dur chez Guy? Voilà, c'est extrêmement dur. D'abord, le climat est dur. Hein. Le climat est dur? Le climat est très dur, c'est la Haute-Provence. Hein, donc, vous n'avez pas de romarin, vous avez de la lavande, mais vous n'avez pas de romarin parce que ça gèle. C'est pas très loin du plateau de Valençol. C'est qu'il y a beaucoup de touristes, c'est là qu'il y a la culture de lavande et tout. C'est magnifique, le plateau de Valençol, les raffineries de lavande. Ça sent bon d'ailleurs quand vous passez, qui raffinent la lavande. Enfin bon, les champs sont magnifiques. Mais justement, c'est la Haute-Provence. C'est-à-dire que moi, je me souviens être arrivé une fois un 24 décembre. Après, j'étais à Paris, donc on venait pendant les vacances de Noël, de Pâques et un peu plus d'un mois les grandes vacances. Le reste du temps, on était à Paris. Je me souviens d'être arrivé un 24 décembre, il y avait 25 degrés. Seulement, dès que le soleil s'est couché, on est passé à -7 la nuit. Donc, je suis arrivé, mes collègues étaient en short. Ah oui, d'accord. Donc il y a des écarts de température dans une journée impressionnantes. C'est pour ça qu'il n'a pas pu garder les dromadaires, parce que malgré qu'ils sont en Afrique du Nord et dans le désert, il y avait trop d'écarts de température. Donc il a remplacé les dromadaires par des chameaux. Ouais, les dromadaires supportaient pas quoi. Il y avait trop d'écarts de température. Donc les chameaux qui vivent jusque dans les contreforts de l'Himalaya, eux, sont habitués à des écarts de température très importants, puisqu'en bas de l'Himalaya, vous avez quelque part la forêt vierge. Hein. Donc, du coup, il a dû remplacer les dromadaires par les chameaux. Mais qui sont des très très grands animaux. Alors, outre comme autres animaux, il y a le lapin. C'est vrai que les lapins ont du succès, parce qu'ils sont capables de se sauver. On fait gaffe, parce que c'est des rongeurs, donc ils ont des très bonnes dents, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et il y a un lapinodrome, donc il y a un petit château miniature, et ils sont dedans, avec un terrain autour, donc des fondations en pierre, non seulement pour pas que les lapins ils font des terriers, si vous mettez qu'une clôture en surface, ils vont passer en dessous, mais pour que les renards n'y aillent pas. Voilà. Et puis vous voyez les lapins gambader en liberté, simplement quand une femelle veut avoir des petits, donc là elle est mise dans... c'est des cages si vous voulez, c'est pas des niches, c'est des grands clapiers quoi. Voilà. Qui sont au sol, c'est vraiment des grands trucs. Et puis après, ils retournent dehors. Donc c'est vraiment très vivant. Hein. Donc toute cette vie, ça fascine les jeunes. Et l'animal va donner le temps aux jeunes de découvrir que les adultes sont différents. Et il va faire le lien après. Il s'accroche à l'animal et il va passer à l'adulte. Ensuite, il va pouvoir s'accrocher à un adulte.
bon, il reste en moyenne 1 an, 18 mois, 2 ans, et découvrir autre chose et s'en sortir, hein, vraiment s'en sortir. Hein. C'est-à-dire que Guy a 80% de réussite. Voilà. Mais avec toujours ils auront toujours le lien privilégié avec l'animal. Voilà. Alors, il y a des tas d'histoires à raconter. Moi, je me souviens, j'avais accompagné des jeunes qui s'occupaient des sangliers, et il était dans l'enclos, et puis il n'a pas vu que Fernand venait, et le jeune était là depuis quelques semaines. C'était vraiment un loulou. Enfin bon. Et il les canalise d'autant plus parce que, comme dit Guy, faire le sac à main d'un sanglier, là, c'est plus compliqué que faire le sac à main d'une vieille dame. Et il ne l'a pas vu arriver. Lui, Fernand, 175 kilos, des défenses colossales et tout, lui, il venait nous voir, quoi. Il était mignon. Et puis, comme il savait que quand on était là, on mettait à manger, Bah oui, au cas où on aurait une petite pomme et tout, c'était le gros bébé. Et d'ailleurs, Guy a fait une photo de l'ancienne reine de Belgique qui tend une pomme à Fernand. Fernand qui a une gueule comme ça, les canines. La petite main de la reine avec la pomme et le visage de la reine. C'est très drôle. Il a toujours été soutenu par l'ancienne reine Fabiola de Belgique, qui est venue souvent avec le prince Laurent. Et donc ce jeune ne voit pas le sanglier, il ne voit pas Fernand arriver. Et quand il s'en aperçoit, il a pris peur. Il a vu cet énorme sanglier. Et il a grimpé dans l'arbre le plus proche. Et alors j'en ai été estomaqué. Fernand aussi d'ailleurs, parce que Fernand n'avait pas l'habitude qu'on fuit devant lui comme ça. Qu'on soit vigilant, il me confie devant lui. J'en ai été décontenancé parce que je crois que de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un grimper aussi vite dans un arbre. Je ne pensais pas que c'était possible de grimper aussi vite. Et il était cramponné à l'arbre à l'avant. Pauvre Fernand, que tu es décontenancé aussi. Mais j'ai dit, descends. Je dis, vas-y prudemment. Mais je dis, il faut que tu apprennes à connaître. Il faut qu'il apprenne à te connaître. Il me dit, t'as vu les dents qu'il a? Je dis, oui. Ben, je dis, faut que tu le respectes, ça c'est sûr. Hein. Parce que Fernand, 175 kilos, comme c'est trapu, il était quand même assez haut. Hein. Bon, donc, il est redescendu doucement, puis il était voir Fernand. Bon, il dit, donne-lui quelque chose à manger. Hein. Moi j'ai bien la réponse, mais t'as vu les dents qu'il a? Voilà. Ouais, mais il dit, il va me bouffer. Mais j'ai dit, tu tiens. Et je dis, je vais te montrer comment tenir la nourriture, pour pas qu'il y ait de risque. Voilà. On savait qu'ils aimaient les pommes, donc on amenait toujours des pommes. Je dis, tu tiens la pomme comme ça aux extrémités. Et il dit, mais il dit, tu te rends pas compte. Je dis, vas-y. Je dis, Fernand, il a l'habitude, il va pas te prendre les doigts. Mais c'est vrai que, alors c'est intéressant, parce qu'il y a le contact, et effectivement, les animaux. Voilà. Donc c'est comme le premier scorpion, c'est qu'il y a des petits scorpions, il n'y a pas que l'autre côté de la Méditerranée. Alors, ils font 5-10 cm. C'était la dernière fille, je crois, qui a été là. C'était il y avait trop de problèmes. Bon. Et donc après, on a eu des garçons. Et puis bon, dans la délinquance, le rapport était à l'époque de 4 garçons pour une fille. Et bon, et donc In qui pousse un cri, il était rentré dans la salle à manger, Scorpion. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis j'ai un de mes collègues qui dit, c'est un petit scorpion. Et j'ai pas eu le temps de venir, j'ai vu moi qu'un scorpion aplati. Donc beaucoup plus grand que la normale, en surface, hein, beaucoup moins épais. Et j'en ai vu après un normal. Alors depuis, donc il y en a ici, et puis les autorités écossaises n'ont jamais dit à leurs administrés qu'il y avait des scorpions qui étaient venus par bateau, involontairement. Et ils ont investi les ports écossais, ils s'adaptent très très bien. Donc il y a effectivement des petits scorpions de 5 cm dans les ports écossais. Donc voilà. Alors ils piquent, ils ont une piqûre effectivement, mais comme une piqûre de guêpe, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est vraiment des scorpions miniatures, mais ils n'ont pas la dangerosité de ceux de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Donc tout ça, ça fait que les jeunes doivent rester vigilants. C'est eux qui entretiennent les 300 animaux, qui entretiennent la maison, on fait tout avec eux, qui font la nourriture et tout. Donc c'est magique. On les rend autonomes, c'est magique, c'est magnifique. Il y a des heures de travail. Il y a des pauses, le soir on discute tous, c'est une communauté, c'est vraiment une communauté. Et il y a un chef des jeunes, voilà, qui a certaines responsabilités, d'autres sont pour les adultes. Et il y a le tour de table le soir où chacun raconte sa journée. Les mises au point qu'il faut faire sont à faire là, voilà, pendant qu'il y en a qui parlent, les autres se taisent. Donc ça fonctionne très très bien, il n'y a pas plus de 4 à 6 jeunes, voilà. Il faut qu'il y ait plus d'adultes.
Donc il y a toujours des stagiaires et tout, de tous les pays. Hein. Moi, quand j'étais, il y avait un Polonais qui était venu, des Québécois, enfin bon, voilà. Vu que sa méthode a été reprise un peu partout. Moi, quand j'étais, donc il y a plus de 20 ans, il y avait une trentaine de gens qui lui avaient écrit pour lui dire qu'ils avaient créé des centres en s'inspirant de Faucon directement, qui voulaient leur remercier, C'est génial. qui étaient venus en stage, dont certains en France et beaucoup à l'étranger. Voilà, et qui lui demandaient de venir après pour voir ce qu'ils en pensaient et tout. Donc c'était très intéressant. C'est grâce à Guy que j'ai rencontré mon futur patron du Québec, puisque j'ai pas pu rester à Faucon du fait que la communauté adulte était très complexe. Il y a beaucoup d'anciens loupards. Donc moi, j'étais pas bien accepté. Je suis parti et en fait, c'était simple, c'était que le projet du Seigneur, je sois avec Guy, donc je sois à Paris. Donc j'ai vraiment été avec Guy, j'ai vraiment vécu avec lui, jour et nuit, surtout nuit, puisque la journée il dort. Donc ça correspondait bien à mes horaires, il m'a pas aidé pour ça. Et j'ai fait beaucoup de pays étrangers avec lui, notamment la Pologne, la Slovénie, beaucoup de pays d'Europe, donc le Québec, etc. Là, il refusait d'aller en Afrique parce qu'il dit si je commence à aller en Afrique, je préfère que ça. Mais il l'invitait toujours puisqu'il a fait la guerre d'Algérie en tant qu'infirmier. D'accord. Ce qui fait qu'il a été mal vu par l'armée puisque lui il soignait aussi bien les Français que les Algériens. Il était séminariste à l'époque et les Algériens lui demandaient mais pourquoi tu nous soignes? Il disait vous êtes mes frères algériens comme les soldats français sont mes frères français. Voilà. Ça empêche que les intégristes, au bout d'un moment, voulaient le tuer. C'est pour ça qu'il a été rapatrié en France, parce que il avait beaucoup d'influence sur les jeunes. Il avait créé une sorte de cirque en Algérie, donc c'était assez... Et rentré, il devait passer 10% de son temps dans la rue à Paris, et le reste à la paroisse. Et ça a été très vite l'inverse, 90% dans la rue, 10% dans la paroisse. Et donc après, c'est comme ça qu'il a créé Faucon, et donc en écoutant les jeunes. Et les animaux ont un rôle primordial, donc il a inventé le mot zoothérapie. Je sais qu'il y a l'équithérapie, c'est les chevaux et tout. Et lui, c'est la zoothérapie, parce qu'il y a ces 30 espèces d'animaux. Voilà. Sans compter les animaux de la nature, parce que Faucon, c'est vraiment en pleine nature. Hein, et moi, quand j'allais chez un ancien employé de Guy, qui était un ancien chef, je crois, et parce que certains de mes collègues étaient des anciens jeunes, qui habitaient là-bas. Quand j'allais lui rendre visite, c'était quoi, à 500 mètres, donc c'était des chemins forestiers. En général, je croisais toujours un sanglier, un machin, un truc. Hein, donc c'est vraiment la pleine nature. Avec les touristes, avec le Verdon qui est magnifique. Hein, j'ai fait le sentier Martel, j'ai fait tout un tas de choses. Sentier Martel, pour ceux qui connaissent. Donc c'est 25 km à faire, à pied le long des gorges. Alors, il porte bien son nom de Verdon, il est vraiment vert. Le seul danger quand on fait le sentier Martel, c'est il y a un barrage en aval, en amont et en aval, et quand il faut aller lâcher de barrage EDF en aval, c'est un petit peu gênant. Ça, le niveau peut monter rapidement, mais bon. Et une eau très claire, c'est vraiment, le Verdon est magnifique, c'est de parois, donc beaucoup de gens font de la varap. Il y a des grands professionnels, il y avait à l'époque un États-Unien, un des meilleurs du monde, qui avait une maison là-bas. D'accord. Voilà, c'est vraiment le haut lieu de la grimpette en montagne, tout ce qui s'ensuit. C'est un site absolument magnifique, classé au patrimoine mondial. Donc c'est vraiment superbe. Et ça, comme a dit toujours Guy, la beauté n'appartient pas qu'aux riches. C'est clair. Elle appartient à tous. Et la beauté du site, de l'endroit, de la maison des animaux, contribue à rééquilibrer et énormément guérir les jeunes. Voilà, donc évidemment, j'ai appris beaucoup. Là. Je joue aussi bien sur la foi. La particularité de Guy, c'est que la plupart de ces jeunes sont athées ou musulmans. Donc là aussi, il fait vivre les valeurs évangéliques, mais il ne peut pas en parler. Bien sûr. Voilà. Donc ça a été un grand facteur motivant pour moi aussi. Alors, suite dans la troisième partie où nous allons parler du Québec. On ne va pas tout vous donner les détails, hein, comme ça vous pourrez lui poser les questions en live. Donc on vous dit à tout de suite. À tout de suite, je m'excuse.
Thank you.